Donc, pour commencer, un petit rappel utile quand même voilà, pour bien comprendre le principe de la conception d'une interface. Cette conception se découpe en deux étapes principales, hein, qui sont l'UX design d'un côté et donc par la suite l'UI design. Alors l'UX design, c'est la partie du design d'interface qui va se focaliser sur la problématique et la stratégie de votre produit digital, c'est-à-dire quelle est en fait la problématique de l'utilisateur et quelle solution vous allez apporter grâce à votre interface pour répondre à cette problématique utilisateur. Voilà. Donc il y a une grosse partie de l'UX aussi qui se consacre à la recherche utilisateur. Donc ça, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Donc on aime bien utiliser, nous les designers, cette métaphore de l'iceberg parce qu'en fait, l'UX est quand même très importante, très volumineuse en termes de travail et ne se voit pas forcément après dans votre produit final, en fait. Voilà. Ce que vous allez voir, par contre, dans le produit final, dans votre interface, c'est la partie UI-Design, qui est une plus petite partie, mais qui est la partie émergée de l'iceberg, et elle qui va se focaliser sur la dimension esthétique de votre interface. Donc, c'est typiquement le graphisme, les couleurs, la typographie, voilà, toutes ces choses-là. Un autre petit rappel utile sur un petit peu le retour sur investissement de l'UX. C'est vrai qu'aujourd'hui, le design n'est plus une option, ce n'est plus un choix, c'est devenu vraiment une nécessité. Il faut vraiment pas oublier que 70% des business en ligne échouent à cause d'une mauvaise expérience utilisateur. Il y a beaucoup d'autres chiffres là que je vous ai, enfin j'ai fait un petit résumé hein, sur cette diapo, mais 50% de réduction des erreurs de conception sont possibles grâce à une démarche UX. Vous avez aussi un time to market qui est 2 fois plus rapide. Donc, le time to market, c'est le temps nécessaire au lancement de votre produit digital. Donc, vous allez 2 fois plus vite en utilisant une démarche UX et vous réduisez de 50% les réductions, les coûts de maintenance en fait, qui sont liés au support, à la formation, à la maintenance de votre produit digital. Voilà, tout ce qui est débugage et toutes ces choses-là qui coûtent extrêmement cher. Vous allez réduire de 50% ce genre de coûts. Donc, le retour sur investissement est quand même important pour cette activité-là. Alors, première recommandation que je vais vous faire, c'est l'objectif. Ça, c'est important car les objectifs peuvent être divers. L'utilisateur de résoudre un problème grâce à une interface. Vous pouvez permettre à un utilisateur de réaliser une tâche. Vous pouvez aussi permettre à un utilisateur de s'engager, en fait, c'est-à-dire d'acheter un produit ou de souscrire un abonnement ou de demander une information tout simplement sur votre site. Donc, toutes ces actions, en fait, vous pouvez bien sûr les optimiser grâce à votre interface, à condition de bien définir un objectif principal. En fait, il ne faut qu'un seul objectif principal, et cet objectif après pourra être complété par d'autres sous-objectifs. Voilà. Alors, ça paraît évident, mais on constate souvent qu'on part sur un objectif initial en début de projet et on est en général rattrapé très vite par la complexité technique, par des contraintes de délai, des contraintes de moyens, des contraintes budgétaires qui font que votre objectif principal, il va en fait être un petit peu oublié ou passer au second plan et vous faire oublier en fait le plus important dans votre projet d'interface, c'est ça, c'est de garder le cap. Alors, autre recommandation, c'est de suivre et de sonder vos utilisateurs. Parce qu'on sait qu'en conception UX, donc, on crée des personas, on fait des interviews d'utilisateurs pour bien connaître bien sûr leur profil et leurs attentes. Mais ça, en phase de conception, c'est important, mais c'est aussi important de poursuivre ce travail même après la mise en production de votre interface, que ce soit un site, que ce soit une application mobile. Voilà. Donc, il est vraiment très, très important de s'intéresser à vos utilisateurs et de garder un contact en permanence. Voilà. L'utilisateur doit rester du cycle de vie de votre produit digital. Alors, pour ça, il y a des petites astuces très simples qui ne coûtent pas cher. Vous pouvez faire des enquêtes, par exemple en utilisant Google Forms, qui est un outil gratuit, très facile à utiliser et qui vous permet effectivement de mettre en place des enquêtes utilisateurs assez régulièrement. Il y a un petit bouton aussi qui est très connu dans le domaine de l'UX, qui est le bouton « Donner votre avis ».
Ça, vous pouvez rajouter ce petit mécanisme sur votre interface très simplement, et ça permettra aux utilisateurs en fait, de vous faire part de leur retour en tant qu'utilisateur. Voilà, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, les propositions qu'ils vous font. Et le dernier point qui s'est beaucoup développé aussi suite à la crise sanitaire, c'est en fait, tout ce qui est réseaux sociaux, hein, les contacts et les échanges entre le client, l'utilisateur et la marque via les messageries développées pendant la crise Covid, effectivement avec les applis comme WhatsApp et Instagram. Donc, c'est important de rajouter ce genre de contact sur vos interfaces. Voilà. Alors, autre petite recommandation, un premier test rapide, hein, quand on veut rester centré utilisateur. Ça permet d'identifier rapidement les principaux défauts de votre interface. Et aussi, ça peut vous permettre de convaincre vos collaborateurs de l'utilité d'une vraie démarche UX. Voilà. Hein, le premier test rapide, il va vous permettre déjà d'identifier les premiers points de blocage, les pain points, comme on dit, concernant les utilisateurs. Alors, toujours dans les petites préconisations, il va falloir guider l'utilisateur, en fait. C'est un principe de base de l'UX. L'interface doit aider l'utilisateur à comprendre, bien sûr, ce qu'il a à faire, comment il doit réaliser une tâche. Donc, vous allez le guider tout au long de son parcours. Ça, en fait, un bon exemple de guidage, c'est par exemple le moteur de recherche Google, qui est un outil de recherche très puissant que tout le monde connaît. Il va vous proposer de nombreuses options et fonctionnalités de filtres, de réglages. Mais sur l'écran d'accueil, on affiche uniquement ce qui est le plus important pour l'utilisateur, c'est-à-dire un champ de saisie de mots-clés, c'est tout. Car l'objectif principal de cette interface, c'est de rechercher des informations sur le web. Donc, on n'a pas besoin d'afficher autre chose sur ce premier écran. Et ainsi, on améliore l'expérience de l'utilisateur qui peut tout de suite comprendre en fait, comment fonctionne l'outil. Et par contre, sur le deuxième écran, là, bien sûr, une fois que la recherche a été lancée, on va afficher toutes les options, tous les réglages dont l'utilisateur va avoir besoin. Et là, en fait, l'utilisateur va avoir la possibilité d'accéder à des sous-objectifs ou des tâches secondaires qui vont être de rechercher une image, de filtrer ses résultats par date, de trouver une actualité, bon, d'utiliser toute la puissance de l'outil et de l'interface. Voilà. Donc, c'est important de hiérarchiser ce parcours utilisateur. Vous pouvez, si votre produit digital est plus complexe qu'un moteur de recherche, si c'est un logiciel par exemple, vous pouvez découper votre tâche principale en sous-tâches secondaires. Ça permet de guider l'utilisateur étape par étape. Donc, à chaque étape, vous allez en fait valider la progression de l'utilisateur pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ça, c'est un principe qu'on trouve assez souvent sur le web dans les applications, c'est l'effet Zeigarnik qui est lié à l'incomplétion. Donc ça, c'est vrai que c'est utile quand vous avez un produit digital qui va en fait demander à l'utilisateur de saisir des informations personnelles, de remplir des formulaires, de compléter un dossier en ligne, d'effectuer en fait par étape. Donc ça, c'est très courant et très utile. Il faut dans ces cas-là toujours prévoir revenir en arrière pour l'utilisateur. Évidemment, on a le droit de se tromper et c'est même dans l'UX, on va dire un paramètre incontournable. L'utilisateur fait des erreurs, c'est normal. Il faut qu'il puisse revenir en arrière. Et l'idéal aussi, ce serait qu'il puisse aussi revenir le lendemain ou plusieurs jours après sur sa manipulation. Donc, il puisse la sauvegarder pour pouvoir la terminer plus tard. Voilà, donc on met en place des barres de progression ou ce genre de mécanisme pour guider l'utilisateur. C'est important. On a ensuite, au niveau de l'engagement et de la cohérence, donc là, ça rejoint un petit peu le guidage de l'utilisateur. Hein, c'est aussi un autre principe qu'on peut utiliser. C'est le principe du ce qu'il reste à faire, qui est très utilisé dans les sites marchands, concernant le tunnel d'achat. Hein. Le tunnel d'achat, vous le savez, il est découpé en 3 ou 4 étapes sur tous les sites de e-commerce. Donc, ce principe-là, il peut être repris pour d'autres mécanismes que simplement le tunnel d'achat. Hein. Ça peut être bien sûr le même principe qui va aider l'utilisateur à, on va dire, à réaliser certaines tâches étape par étape et on valide au fur et à mesure. On valide les informations qui ont été saisies, on s'assure qu'elles sont bonnes pour permettre à l'utilisateur vraiment de ne pas se perdre dans des menus, dans une navigation trop complexe.
Alors, un autre paramètre qui peut être important et qui peut aider l'utilisateur à se retrouver sur votre interface, c'est la reconnaissance sur appel. Par exemple, ici, on a une interface, c'est celle de Airbnb, qui demande à ses clients d'évaluer leur séjour. Après leur séjour, c'est vrai que les clients donc, sont invités à remplir un certain nombre de réponses pour évaluer l'établissement dans lequel ils ont séjourné. Alors, plutôt que de demander à l'utilisateur de se rappeler de tous les détails de son séjour, Airbnb, par exemple, propose déjà des catégories d'évaluation. Alors ça, c'est vraiment la reconnaissance sur appel. C'est un moyen très simple de permettre à l'utilisateur de facilement se rappeler certains détails qu'il aurait peut-être oubliés si on ne l'aidait pas visuellement à retrouver en fait, le souvenir de son séjour. Donc, ça lui permet de gagner du temps aussi à l'utilisateur. Il va, au lieu de passer 20 minutes à essayer de se rappeler de chaque détail de son expérience, il va en fait, il va regarder les pictogrammes, il va regarder l'interface et il va trouver sur l'interface déjà des thématiques. Donc, ça lui permet aussi de gagner beaucoup de temps dans le remplissage de ces formulaires ou de ces tâches. Et ça permet aussi au site, donc ici à Airbnb, d'uniformiser les notes et les critères de choix qui sont publiés ensuite et partagés auprès des autres utilisateurs. C'est-à-dire que là, on va un petit peu uniformiser ces résultats et ça permettra de simplifier leur affichage quand les autres utilisateurs voudront connaître les notes d'un établissement. On aura déjà une grille qui aura été prédéfinie par l'entreprise et qui permettra de réaliser un affichage un peu plus, on va dire, un peu plus clair. Voilà. Alors, autre point important, bien sûr, c'est la quantité et la complexité des choix qui sont offerts à l'utilisateur. Évidemment, plus il y a de choix, plus l'interface sera complexe et plus l'utilisateur perdra de temps à réfléchir au menu ou au lien qu'il devra choisir et sur lequel il devra cliquer. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de limiter le nombre de liens de menu, par exemple. C'est la loi de Hick, en fait, qui définit ce genre de choses. C'est que le temps qu'il faut pour prendre une décision augmente avec le nombre de choix. Voilà. Donc, la mémoire de travail, elle aussi, est limitée. On a une mémoire de travail de plus ou moins 5 éléments, ce qui fait qu'il est important vraiment de rationaliser votre navigation, vos menus et les choix que vous proposez aux utilisateurs. Ensuite, on a d'autres informations importantes qui permettent de guider l'utilisateur, qui sont les notifications, les indications de saisie d'informations. Quand on demande, par exemple, à un utilisateur de modifier son mot de passe, il faut en fait, il faut pas faire en fait ce qui est présenté dans la partie gauche là, de l'écran, c'est-à-dire attendre que l'utilisateur fasse une erreur pour lui indiquer quelle erreur il a commise. Voilà. Il faut bien sûr plutôt indiquer tout de suite à l'utilisateur quelles sont les consignes en fait, de saisie de son mot de passe. Par exemple, ici, on lui indique que le mot de passe doit comporter tant de caractères et tel type de caractères. Donc, ça permet à l'utilisateur de ne pas se tromper et de ne pas avoir cette impression de frustration et d'échec qu'on peut avoir souvent sur certaines interfaces qui sont mal conçues. Et donc, au bout d'un échec, ce n'est pas trop gênant, mais quand on accumule deux, trois messages d'erreur ou deux, trois échecs de ce type, c'est vraiment très frustrant pour l'utilisateur et ça peut entraîner justement un arrêt de l'expérience. En fait, l'utilisateur, il va aller voir ailleurs, il va utiliser un autre produit car il aura été justement trop souvent rattrapé par des messages d'erreur. Donc, il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Voilà. Alors, un autre point important dans le design d'interface, c'est le design inclusif. Le design inclusif, c'est en fait pour répondre alors, ça rejoint un petit peu les paramètres d'accessibilité qui existent déjà depuis quelques années concernant les personnes souffrant de handicap. L'accessibilité, c'était pour aider les personnes souffrant de handicap permanent, temporaire ou situationnel d'accéder malgré tout donc aux interfaces digitales et d'essayer de leur proposer la meilleure expérience possible. Alors l'inclusivité, elle va rajouter une dimension éthique en fait à cette accessibilité. Alors la dimension éthique, la notion d'éthique, c'est par exemple pour inclure les personnes appartenant à des minorités statistiques, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, les personnes qui connaissent très peu l'outil informatique, les personnes qui n'ont pas un matériel ou une connexion au débit.
etc., etc. Donc, toutes ces minorités, on va désormais les intégrer dans la conception de notre interface. Et ça représente quand même, alors on a 35% de la population française qui fait face à une situation de handicap. Alors, si vous rajoutez ces minorités statistiques, vous êtes quand même à un pourcentage très important d'utilisateurs. Donc, il faut vraiment en tenir compte dans votre conception d'interface. Alors, il y a des petites astuces très simples à appliquer. On ne pourra pas voir tout en détail, bien sûr, en 1 heure. Ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup de recommandations importantes à connaître. Mais un exemple, par exemple, pour la formulation de vos messages, il faut utiliser un langage facile à lire et facile à comprendre. Parce qu'on a quand même dans une interface des messages très importants qui sont les menus, les boutons d'action, les champs de formulaire, les messages d'erreur, comme on l'a vu tout à l'heure, les messages d'aide. Donc, un exemple tout simple ici, par exemple, vous avez à gauche un petit message qui vous indique qu'un colis va être envoyé à une date par la poste. Ben, vous avez à droite le même message, c'est vraiment la même information qui est délivrée par le site, mais qui tient sur 2 lignes avec en fait une terminologie et une syntaxe beaucoup simple et qui permettra à un plus grand nombre d'utilisateurs de comprendre en fait, ce message. Donc ça s'appelle le wording. C'est une notion très importante en conception d'interface et ça améliore vraiment beaucoup l'expérience des utilisateurs. Voilà. Alors, un peu dans le même registre, vous avez pour vos formulaires quelques astuces pour être inclusif. Alors, c'est un petit exemple anecdotique, mais qui vous donne une idée de ce qu'est l'inclusivité. Quand, par exemple, vous demandez le genre d'une personne dans un de vos formulaires, ça c'est une question fréquente, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? On se rend compte aujourd'hui que le sexe et le genre sont 2 choses qui peuvent être très différentes. Alors, est-ce que c'est vraiment le sexe que vous voulez connaître ou est-ce que c'est juste le genre de l'utilisateur? Ça, c'est une bonne question. En fait, vous devez énumérer toutes les réponses appropriées où vous pouvez permettre aux utilisateurs de saisir eux-mêmes leurs réponses dans un champ de texte libre, un peu comme c'est proposé dans cet exemple d'interface. Ça permet de ne pas exclure certains utilisateurs, voilà, en créant des catégories prédéfinies qui seront exclusives, alors que là, on doit être inclusif. Voilà. Alors, ces pratiques sont importantes pour les entreprises qui ont l'habitude de collecter beaucoup d'informations via des formulaires en ligne. Par exemple, les administrations qui vont vous demander de saisir des informations personnelles, les services publics aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un point très important au niveau des formulaires utilisateurs. Alors, important d'avoir des bons contrastes aussi au niveau de la vision des gens qui souffrent de problèmes de vision. Bien sûr, un bon contraste de texte, comme vous le voyez à gauche, sur un fond plus clair, si la couleur est foncée. Bon, c'est des choses assez évidentes, mais qu'il est utile de rappeler, parce que ça peut aussi fonctionner pour les formes et aussi pour les styles de texte, comme vous le voyez à droite. Le fait de définir un style pour un titre, un style pour un sous-titre et un style pour du paragraphe, c'est justement jouer sur ces contrastes visuels et créer une hiérarchie qui va aider l'utilisateur à repérer, en fait, à repérer les éléments importants de votre interface. Donc, pareil pour les formes et les images sont très importantes. 40% des gens sont plus réactifs aux infos visuelles plutôt qu'aux infos textuelles. Donc, une image présente beaucoup plus d'avantages qu'un texte. Elle attire plus l'attention, elle se mémorise mieux, elle est plus facile à comprendre et elle peut revêtir une symbolique en plus universelle qui permettra là aussi une inclusivité plus importante. Alors, c'est valable aussi pour tout ce qui est motion design ou vidéo, c'est-à-dire les images animées. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup sur Internet ou sur les applications. L'image est vraiment dominante. Voilà. L'image, c'est une chose, d'un objet visuel ou d'un système à évoquer son utilisation, sa fonction, par sa simple représentation. Alors, vous avez par exemple à gauche un exemple de pictogramme abstrait, par exemple pour symboliser le recyclage. C'est vrai que ce symbole ne représente pas vraiment ce qu'est le recyclage, il n'est pas figuratif, donc il est un peu plus difficile à comprendre pour un utilisateur qui ne connaîtrait pas déjà ce pictogramme. À droite, par contre, vous avez un pictogramme qui, lui, est plus illustratif, il est plus figuratif, et on comprend tout de suite que ce pictogramme veut en fait représenter la possibilité pour un
pour quelqu'un de jeter quelque chose. Voilà. La compréhension est beaucoup plus rapide. Et c'est un peu pareil au niveau du design d'une interface. Vous avez en dessous, par exemple, pour ceux qui connaissent les systèmes iOS, sur l'iOS 6, le système de déverrouillage à gauche qui permettait de déverrouiller votre écran, mais qui n'est pas du tout évident à comprendre pour les nouveaux utilisateurs, puisqu'il est très abstrait, alors qu'à droite, en fait, sur les anciennes interfaces iOS, on représentait un bouton avec une flèche, donc, qui permettait de se rapprocher de quelque chose d'un peu mécanique, d'un système mécanique, et donc on comprend plus facilement qu'il faut glisser le doigt sur cet élément pour déverrouiller l'écran. Voilà. Alors, toujours dans l'inclusif, vous pouvez utiliser une imagerie inclusive. Donc, ça, c'est important au niveau des images. C'est-à-dire que la norme, pendant longtemps, était de représenter l'utilisateur par défaut de manière stéréotypée par des photos. On représentait un visage d'homme, blanc, avec des cheveux courts, avec des lunettes. Bon, voilà. On faisait des choix parce qu'on utilisait une photo. Mais il y a de fortes chances que cette image que vous utilisiez auparavant ne représente qu'une toute petite partie de vos utilisateurs réels. On exclut donc les hommes, par exemple, aux cheveux longs, les hommes barbus, les femmes aussi. Si on représente un homme, les femmes peuvent se sentir aussi exclues, etc., etc. Donc, c'est la difficulté de choisir une image, un visuel. Donc, l'imagerie inclusive, c'est quoi? C'est l'abstraction, en fait. C'est-à-dire qu'on utilise des pictogrammes, des icônes pour représenter de manière abstraite un groupe de personnes ou une catégorie de personnes. Donc ici, je trouve que ce site qui s'appelle Lemonade est très bien fait. C'est une entreprise qui propose des assurances. Vous voyez comment il représente, par exemple, là sur ce formulaire, vous devez préciser votre profil pour souscrire une assurance. Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire? Donc, vous voyez l'utilisation assez sympa des icônes. Pareil avec qui habitez-vous, l'écran du dessous. On peut représenter beaucoup de choses avec des pictogrammes. Et là, du coup, on ne représente pas précisément une catégorie d'individus, donc on n'exclut personne. Il faut aussi connaître le principe de cohérence, c'est-à-dire que, bien sûr, ne pas mélanger des styles d'icônes lourds qui sont mélangés à gauche. Donc, à droite, on n'utilise que des icônes pleines, ce qui est beaucoup. Par contre, on peut mélanger des styles, par exemple, pour différencier un bouton supprimé d'un bouton modifié et éviter, par exemple, des erreurs de manipulation de l'utilisateur. Parce qu'un bouton Alors, on a un petit questionnaire ici qu'on devrait faire partir donc concernant voilà, il est parti. Est-ce que votre site internet est optimisé pour une utilisation sur appareil mobile? Alors, on va voir vos réponses. C'est pour introduire la partie suivante de la présentation concernant le responsive design et l'affichage sur mobile. Voilà. Donc, on va parler du mobile first. Donc là, je vois que les réponses, elles sont plutôt, pour l'instant, sur le oui. On est sur une majorité de oui, donc tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut savoir qu'en fait, beaucoup de gens considèrent qu'un site web qui s'affiche sur un mobile est de fait optimisé pour les mobiles. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas que le site s'affiche bien sur le mobile pour qu'il soit vraiment optimisé. En fait, pour qu'il soit optimisé, c'est plus compliqué que ça. Il faut simplifier le parcours utilisateur en limitant le nombre d'actions. Il faut raccourcir ou diviser les formulaires. Il faut simplifier la mise en page aussi de votre site, simplifier le code, l'ergonomie et améliorer le temps de chargement. Voilà. Donc, ce n'est pas juste un problème d'affichage, ça va un peu plus loin. Voilà. Donc là, vous avez répondu oui à 71%. Donc, vous êtes sur la bonne voie, mais on va voir si, peut-être dans les diapos suivantes, s'il y a d'autres paramètres que vous n'avez peut-être pas respectés concernant votre site. Donc, il faut connaître déjà les zones de confort sur un téléphone mobile, un appareil mobile. Donc, ça s'appelle le zoning. Et ça vous permet de mieux positionner vos contenus selon leur importance. Donc, les actions fréquentes et principales seront placées sur les zones de confort qui sont indiquées en blanc, et les actions ponctuelles ou secondaires sont placées sur les zones peu accessibles qui sont ici indiquées en rouge. Alors, un détail amusant, c'est qu'on voit que 33% des utilisateurs tiennent leur mobile de la main gauche. Alors, c'est amusant parce qu'il n'y a que 15% de gauchers. Voilà. Comme quoi,
les habitudes des utilisateurs peuvent parfois être un peu inattendues. Donc, on va continuer. Donc, il faut penser mobile dans votre conception d'interface. C'est ce que Google a appelé le mobile first. C'est vraiment eux qui ont mis ça en avant et maintenant, c'est devenu très important pour le référencement, notamment si vous n'êtes pas mobile first, il y a de bonnes chances que votre site soit mal référencé. Donc, on peut par exemple choisir des templates d'affichage optimisés pour le mobile. Par exemple, si vous avez des contenus plus visuels, comme par exemple pour la présentation d'un portfolio de réalisation ou la présentation d'un travail de designer ou dans la mode, ou ce genre de choses, vous allez plutôt partir sur une vue en grille, comme c'est présenté à gauche. Par contre, si vous proposez des contenus plus volumineux, des contenus de type catalogue ou de blog ou d'articles, d'informations, vous partirez plutôt sur la vue liste qui est présentée à droite. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est au niveau du menu qui apparaît en haut. Bien sûr, vous connaissez tous le burger menu qui est maintenant un standard sur mobile. C'est très bien le burger menu, mais ce que moi je vous conseille, c'est que en fait, de proposer, comme vous le voyez à gauche, en fait, hein, sur l'écran de gauche, sous le burger menu, vous pouvez proposer 3 ou 4 autres liens de menu directs. Ce sont des raccourcis directs qui peuvent être, par exemple, des thématiques et qui vont permettre à l'utilisateur de naviguer rapidement sur votre site sans avoir à passer de manière systématique par le burger menu. Donc ça, c'est quand même important aussi de proposer ce genre de raccourci. À droite, vous voyez aussi un autre raccourci important, bien sûr, qui est lié à la recherche d'informations. En haut à droite, c'est pas mal d'afficher directement un champ de recherche. C'est bien, vous pouvez afficher la petite loupe, ça c'est le minimum. Mais si vous affichez directement le champ de recherche, ça permettra vraiment à l'utilisateur de repérer tout de suite la zone de recherche et de pouvoir tout de suite saisir un mot. Voilà. Donc, il faut aussi penser mobile concernant la hiérarchisation de vos contenus. Donc, bien sûr, le scroll est devenu la norme. Donc, il va falloir en tenir compte dans on va dire, le zoning de votre interface. Vous ferez bien sûr apparaître toutes les informations importantes dans la partie supérieure. Le menu ne devra pas, par contre, rester affiché. Moi, je conseille plutôt de laisser le menu aussi scroller, c'est-à-dire disparaître quand l'utilisateur va faire défiler votre interface, tout simplement parce que sinon, ça va bloquer une zone en haut de votre écran une zone qui va gêner la lisibilité des contenus qui sont affichés dessous. Voilà. Donc, comme on manque quand même pas mal de place sur un écran de mobile, il est important de ne pas fixer le menu de manière définitive comme on peut le faire sur un écran desktop d'ordinateur. Voilà. Donc, bien sûr, prévoyez en bas de vos interfaces, prévoyez un lien pour revenir, bien sûr, en haut de votre interface. Ça, c'est bien sûr maintenant une norme qui est devenue tout à fait indispensable. Voilà. Utiliser les blancs, c'est-à-dire les espaces, c'est aussi un point très, très important quand on fait de la conception mobile, pour la simple et bonne raison que les espaces tactiles sont très réduits en termes de dimensions. Et en fait, pour simplifier l'expérience utilisateur de votre client, il va falloir en fait lui permettre de cliquer sur des boutons ou sur des liens sans faire d'erreur. En fait, si les éléments sont trop resserrés, quand on va cliquer sur un élément, on n'est même pas sûr de cliquer sur le bon, on risque de se retrouver sur une mauvaise page, tout simplement parce qu'on a cliqué à côté. Donc, ces espaces blancs sont très importants. Ça augmente aussi la lisibilité et la clarté de votre interface. Ça va créer des ensembles, des groupes et une hiérarchie de vos contenus. On va tout de suite repérer les éléments importants, les éléments secondaires. Voilà. Un élément aussi qui peut être intéressant pour vous, c'est en fait l'effet de position sérielle. Alors, comme vous le savez, pour les applications, vous l'avez sûrement constaté, la navigation est souvent située en bas. Alors ça, on l'a vu, c'est lié aux zones d'accessibilité qu'on vient de voir là il y a 5 minutes. Effectivement, les zones en bas du mobile sont plus accessibles avec le pouce, quelle que soit la position de la main, qu'on soit gaucher ou droitier. Donc, mettez votre navigation bien sûr en bas.
Et vous avez aussi cet effet de position sérielle qui peut être intéressant, c'est-à-dire que comme par exemple sur une application comme Instagram, l'effet de position sérielle, c'est que l'utilisateur aura toujours plus de facilité à se souvenir du premier et du dernier rencontre sur cette application que le premier élément du menu et le dernier élément du menu sont les deux les plus utilisés par l'utilisateur. Voilà. Donc, c'est un petit élément à savoir qui peut être intéressant. Il est aussi intéressant de contourner les procédures fastidieuses sur mobile. Sur mobile, rien de plus contraignant que de saisir du texte long et fréquemment avec un clavier. C'est vrai que ce n'est pas du tout adapté pour ça. Donc, utiliser par exemple, pour tout ce qui est login, des systèmes de login automatique avec un compte Google, avec un compte Facebook. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les interfaces qui demandent un login. Essayez de mettre en place, au moins pour on va dire votre version mobile du site Internet ou votre application mobile, c'est très important. Il faut savoir que 78% des paniers d'achat sont abandonnés sur mobile contre 64% sur ordinateur. Ça signifie en fait que les expériences sur mobile ne sont pas suffisamment optimisées et ça entraîne souvent des abandons d'achats ou de paniers. 95% des gens visitent aussi un site sur ordinateur après l'avoir consulté sur mobile, car le parcours utilisateur n'est pas assez satisfaisant sur mobile. Donc, vous allez perdre beaucoup de monde en fait si votre interface mobile n'est pas optimisée. Et ça, c'est un peu embêtant parce que vous savez sans doute actuellement, plus de la moitié on va dire du trafic Internet se fait sur mobile. Voilà. On est à plus de 50% de ce trafic qui se fait sur mobile. Donc, et c'est en train d'augmenter. On parle de plus de 60% en 2021. Ça, c'est l'effet aussi lié à la crise sanitaire. Les gens utilisent de plus en plus leur portable pour rechercher des infos, pour acheter, pour effectuer un certain nombre de choses. Alors, l'accessibilité aussi est importante sur grand écran, hein. Le mobile est important, mais pour autant, il ne faut pas négliger les grands écrans. Ces derniers offrent un meilleur confort visuel et une meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, il faut respecter un certain nombre de recommandations propres au grand écran. Voilà. Donc, on placera par exemple toujours les actions les plus fréquentes, les plus importantes dans les zones accessibles, là, qui sont aussi indiquées en blanc et qui se situent, comme vous le voyez, au centre de l'écran. Et on place les actions et les informations secondaires dans les zones peu accessibles qui sont indiquées donc ici en rouge, donc qui sont plutôt dans les coins haut gauche et haut droit, et la barre en fait qui est située en bas. Alors, ces accessibilités vont vous permettre de définir un parcours visuel et en fait, de construire votre interface en fait, en appliquant une hiérarchie. Voilà. Quels sont les éléments importants que je veux mettre en avant et que l'utilisateur doit trouver tout de suite? Quels sont les éléments secondaires? Donc, toutes ces informations vont vous aider à construire votre zoning d'interface. Alors, par exemple, on a deux types de patterns, en fait, hein. On appelle ça des patterns. On a le Z pattern et le F pattern. Donc ici à gauche, vous avez le Z pattern qui est un balayage visuel en Z. On va dire que c'est un modèle qui est utilisé essentiellement pour les pages qui sont riches en images. Donc ça, c'est un point important. Le Z pattern va inciter à l'engagement, par exemple. Quand vous mettez en place ce genre de modèle, vous allez donner envie aux utilisateurs d'acheter un produit ou de s'engager. Donc, on utilise plutôt ce type de modèle. À droite, le F pattern, lui, est plutôt réservé aux sites ou aux pages riches en texte, hein, avec des articles, avec des informations de fond, des blogs. Et en fait, ce F pattern, il va rendre votre site plus simple à lire, en fait, hein. Donc, c'est pour améliorer la lecture de l'utilisateur sur un écran. Voilà. Alors, on continue sur le zoning sur grand écran. Là, on a une loi de proximité qui est importante donc, en conception UX. La loi de proximité, en fait, c'est que ça concerne le regard de l'utilisateur sur une interface logicielle web.
on a tendance à regrouper et à lier les formes les plus proches les unes des autres. Voilà, ça c'est une loi de la perception visuelle. Donc, par exemple, en bas à gauche, vous voyez, on perçoit du premier coup d'œil, on perçoit 9 carrés, tout simplement. Et en bas à droite, du premier 3 groupes de 3 carrés. Voilà, ça se fait de manière instinctive, c'est un réflexe, on ne réfléchit pas. Ce système vous permet en fait de créer des groupes, de créer des catégories tout simplement de manière visuelle, en regroupant vos éléments, en les rapprochant. Donc par exemple, vous avez l'écran de Netflix, le menu de Netflix qui apparaît au-dessus et qui reprend exactement ce type de système, la loi de proximité, voilà, qui permet de rendre vos contenus beaucoup plus clairs et de présenter vos catégories de manière beaucoup plus lisible. On continue avec une loi, la loi de Fitts, qui, elle, concerne la distance et la taille. Alors, la loi de Fitts, c'est que le temps nécessaire pour atteindre une cible est dépendant de la distance et de la taille de cette cible. Voilà. Donc, ça, c'est une loi de base en conception UX, c'est-à-dire que tout simplement, plus votre élément va être loin de votre souris ou de votre zone d'accessibilité, plus il va être petit et plus il va être difficile à atteindre. Et inversement, donc, plus vous allez le rapprocher d'une zone accessible et plus sa taille sera importante et plus simple ce sera pour l'utilisateur de le trouver et de l'utiliser. Donc là, on a par exemple un exemple sur Airbnb avec l'écran qui est présenté en dessous. Les éléments importants sont regroupés en haut de l'écran. Ils sont proches les uns des autres. Vous voyez, vous avez la zone de recherche, vous avez les onglets qui sont complètement regroupés au centre. Donc, ça permet à l'utilisateur d'avoir tout sous les yeux, tout sous la main et de ne pas perdre de temps à chercher dans tous les petits coins des menus ou des boutons. On a aussi le principe de région commune qui peut être intéressant plus pour des logiciels, pour des interfaces logicielles. Ce principe, il est lié à la loi de proximité qu'on vient de voir. C'est que les éléments clairement délimités par une bordure commune sont souvent perçus comme faisant partie d'un même groupe. C'est donc une notion importante pour le design de logiciels, des logiciels qui affichent beaucoup d'informations. C'est des interfaces souvent très riches, très denses. Il y a à la fois des informations, des menus, des boutons d'action. Donc, on a vraiment besoin d'utiliser ce principe de région commune. On utilise aussi beaucoup dans le design de persuasion, beaucoup d'astuces pour inciter l'utilisateur à réaliser une action. Le design de persuasion joue sur nos biais cognitifs et sur la psychologie comportementale. Voilà. Nous ne sommes pas uniquement des êtres rationnels, nous utilisons souvent notre logique pour faire des choix, mais pas uniquement. Nos émotions interviennent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, en fait. Voilà. Donc, le design de persuasion va vraiment utiliser certaines techniques pour inciter l'utilisateur à faire certains choix. Alors, vous connaissez sans doute certaines de ces astuces, comme par exemple la version à la perte. La version à la perte, c'est qu'on donne davantage de valeur à un produit rare qu'à un produit courant. Donc ça, c'est un biais cognitif qui est très utilisé en conception UX. On va le voir dans l'exemple que je propose. On est plus sensible aux perspectives de perte que celles associées aux gains, en fait, ce qui est assez paradoxal. Hein. On est aussi sensible au message d'urgentisation. Donc, pour prendre l'exemple ici, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est le site Booking, mais bon, ce ne sont pas les seuls à utiliser ce genre de mécanisme. L'urgentisation, c'est en fait d'inciter l'utilisateur à prendre une décision en lui expliquant que l'offre est limitée dans le temps et que le produit ou le service est relativement rare et qu'il va être obligé de se décider rapidement. Voilà. Et la version à la perte aussi, c'est en fait le nombre, par exemple, de chambres qui va être limité et qui va inciter l'utilisateur à cliquer. Alors, une autre petite enquête, si vous le voulez bien, et qui est d'actualité, puisqu'on a bientôt la réouverture des terrasses qui est prévue pour demain, enfin. Alors, vous avez le choix entre ces deux terrasses pour votre déjeuner. Laquelle choisissez-vous? Voilà, c'est une question toute simple. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y. C'est pour introduire la notion qu'on va découvrir donc dans les slides suivants. Mais c'est vrai que ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, voilà, on est tous impatients de retrouver nos terrasses demain.
On ne sait pas trop dans quelles conditions encore, mais ça va être un petit peu la surprise. Alors, pour l'instant, la terrasse 2, la réponse 2 est en tête avec 55% de réponses. Alors ça, c'est amusant parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, normalement, en dehors d'un contexte Covid, la plupart des gens ont tendance à répondre 1, en fait, c'est-à-dire à choisir la terrasse sur laquelle on trouve plus de monde, en fait. Ça, vous connaissiez ce principe. On est motivé par le choix des autres, c'est-à-dire qu'on va aller, le monde attire le monde, donc on aura tendance à choisir la terrasse qui est à gauche. Mais il se trouve que le contexte de la crise sanitaire étant nouveau, ben, on se rend compte que nos habitudes ont peut-être changé un petit peu et que maintenant, on voit les choses de manière très différente. Donc, vous avez répondu à 53% que vous choisissez la terrasse numéro 2. Voilà. Donc là, on voit bien que le contexte a changé peut-être un petit peu la donne, et ça, c'est intéressant. On comprend bien que le domaine de l'UX peut changer, en fait. On est tout le temps en train d'apprendre et de changer nos méthodes. Donc, on va quand même poursuivre pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc là, c'est le biais de conformité, en fait, cette histoire de terrasse. C'est pour introduire le biais de conformité et la preuve sociale que vous connaissez sans doute, qui est un exemple du biais de conformité, c'est-à-dire que les gens sont motivés par le choix des autres. Un individu ne sachant quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement, le point de vue d'autres personnes. Ça a été prouvé, ça a été expérimenté depuis de longues années. Donc, vous pouvez exploiter ce biais sur vos interfaces en présentant, par exemple, des logos de vos clients, de vos références importantes et significatives, des témoignages, des cas clients et bien sûr des avis utilisateurs, comme c'est souvent le cas. Mais il ne faut pas tout miser là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu des affaires actuellement, d'ailleurs, de fraude aux avis, aux faux avis. Donc, les internautes peuvent commencer à émettre des réserves concernant la validité de ces avis. Donc, pour mieux utiliser la preuve sociale sur vos interfaces, il est préférable de présenter, par exemple, un cas client ou un témoignage client en utilisant des techniques de storytelling. Par exemple, le storytelling, c'est vraiment une technique narrative qui s'apparente en fait, à celle des récits. Vous allez raconter une histoire en parlant d'un de vos clients et un petit peu raconter ça de manière plus naturelle. Ça intéressera plus les utilisateurs et on n'aura pas peut-être cette méfiance qu'on a maintenant désormais vis-à-vis des avis utilisateurs. On a aussi un point important qui est un peu lié à la conformité aussi, c'est la cohérence et les standards. C'est-à-dire que les utilisateurs préfèrent que votre site marche de la même manière que les sites similaires qu'ils connaissent déjà. Alors ça, c'est très courant dans le e-commerce. C'est vrai que dans le e-commerce, on ne va pas vouloir réinventer la roue. Un designer ou un concepteur va vous proposer en fait une expérience relativement similaire à ce qui existe déjà, parce qu'en fait, l'utilisateur lui aussi a besoin de retrouver un certain nombre d'éléments qu'il connaît déjà. Il y a des entreprises qui ont tenté de renouveler ce type d'interface de e-commerce et qui n'ont pas réussi, justement, qui ont perdu beaucoup de ventes parce qu'en fait, les utilisateurs ne comprenaient pas pourquoi on leur proposait une expérience différente. Normalement, on a un panier, on sait comment gérer son panier, on a justement un tunnel d'achat qui est toujours plus ou moins le même. Donc, vous n'allez pas révolutionner l'expérience dans ce domaine. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr c'est améliorer le design. Le design visuel, lui, il doit être unique, il doit être créatif, il doit être agréable. Et c'est cette partie-là que vous pouvez personnaliser dans votre interface. Voilà. Mais la cohérence et les standards, c'est un point important aussi pour permettre à l'utilisateur de reconnaître certains des éléments de l'interface. Alors, dans le design de persuasion, on a aussi l'effet de halo, qui est cognitif qui affecte notre perception des choses. C'est-à-dire que c'est la tendance à se baser sur une caractéristique particulière pour en extraire un jugement plus général. Alors concrètement, cet effet de halo, il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si on apprécie une caractéristique précise d'une interface ou d'une personne ou d'une marque ou d'un produit, alors on a tendance à avoir une prédisposition positive envers tous ces autres attributs. Et l'inverse est vrai aussi pour le négatif. C'est-à-dire que si on a une aversion sur un détail particulier, on aura tendance à avoir une impression négative de toute votre interface. Voilà.
concrètement, l'exemple, par exemple, c'est pour un site internet ou une application. Les premiers écrans que l'on rencontre, que l'utilisateur rencontre, sont déterminants, c'est-à-dire qu'ils doivent être réussis pour avoir une bonne première impression. On n'a jamais de seconde chance pour faire une première bonne impression, évidemment. La bonne impression, elle doit être rapide, elle doit être immédiate. Donc, l'esthétique, par exemple, l'esthétique des interfaces joue un rôle déterminant dans cet effet de halo. Parce que le beau a une influence sur l'utilisabilité qui est perçue par l'utilisateur. Voilà. Par exemple, en haut, vous avez un site e-commerce qui existe réellement. Hein. Ce n'est pas une blague, on dirait vraiment que c'est un site, une caricature, en fait, mais ce site existe. Je crois que c'est un site scandinave qui vend un grand nombre d'articles qui s'appelle argren.net. Et vous avez en bas un autre exemple de site marchand avec, on va dire, un travail UX et UI qui a été plus important et réussi. Vous voyez la première impression que vous avez tout de suite quand vous arrivez sur un site, elle va vous donner la tonalité pour toute la suite de votre expérience. Si vous avez une mauvaise impression de suite, même si après vous allez essayer d'améliorer votre interface avec les écrans qui suivront, ce sera toujours très difficile de rattraper les utilisateurs, qui seront d'ailleurs pour la plupart déjà partis chez un concurrent. Donc, il faut tout de suite être convaincant. Voilà, dès les premiers écrans, ça c'est l'effet de halo. Un des derniers points, donc on arrive à la fin de la présentation, bien sûr, c'est de prototyper et tester toutes vos interfaces ou toutes vos idées, tous vos concepts, quel que soit votre projet. Les tests utilisateurs doivent être réalisés régulièrement tout au long de la conception du produit digital. Donc, pour réaliser des tests, bien sûr, vous devez produire des maquettes ou des prototypes. Il faut avoir quelque chose à montrer, quelque chose à tester. Donc, on réalise des prototypes et si possible, aux différentes étapes de votre projet. On ne va pas réaliser un prototype uniquement en fin de projet, une fois qu'on a fait 5 ou 10 choix de conception. En général, c'est trop tard. C'est-à-dire que si on a commis des erreurs de conception, c'est trop tard de les détecter à la fin du projet grâce aux utilisateurs qui seront testés. Il faut le faire, bien sûr, dès le début. On a quelques maquettes qui commencent à être réalisées. Donc, en phase initiale de conception UX, on fait un prototype basse ou moyenne fidélité, c'est-à-dire que c'est un prototype plutôt filaire, ce qu'on appelle un wireframe, qui est en noir et blanc. Vous pouvez utiliser du faux texte aussi. Et ce premier prototype va vous permettre de valider le parcours utilisateur et le zoning de votre interface. Voilà. Après, en phase terminale, on va plutôt faire du prototypage UI, et ce sera du prototypage en haute fidélité. Le prototypage haute fidélité, c'est vraiment celui qui va se rapprocher le plus possible de la version définitive de votre interface. Donc là, on va vraiment rajouter les graphismes définitifs, les graphismes précis. La partie visuelle va être importante. Et concernant les utilisateurs, donc il faut, si possible, bien sûr, choisir des utilisateurs réels. C'est quand même beaucoup plus pertinent pour réaliser vos tests. On termine avec la mesure de l'expérience. Bien sûr, c'est important. Comment mesurer les bénéfices apportés par le design à votre interface? Il y a des indicateurs de performance qui vous permettent de mesurer ces aspects-là. Donc, ce sont des KPI dédiés à l'UX. Voilà. Alors, pour simplifier, parce que là aussi, c'est un domaine qu'on n'aura pas trop le temps d'approfondir, mais on simplifie, par exemple, avec 2 catégories. Pour tout ce qui est B2C, en fait, ces indicateurs de performance vont tourner autour de l'engagement du consommateur. L'engagement du consommateur, ça peut être le nombre de visites sur votre site, le taux de rebond, l'augmentation des ventes, des achats, des abonnements, du chiffre d'affaires, l'augmentation des leads, c'est-à-dire des contacts, des demandes d'informations que vous recevrez, etc., etc. Donc, tous ces indicateurs, vous allez pouvoir les récupérer grâce à des outils de statistiques comme Google Analytics, et ça vous permettra donc d'évaluer en fait les bénéfices que le design a apporté à votre interface. Donc, tout ça, ça se mesure en termes de revenus pour tous les aspects B2C. Voilà. Pour le B2B, c'est un petit peu différent. Donc, le B2B, ça va être par exemple des interfaces plus logicielles, plus spécialisées. Là, c'est tout ce qui tourne autour de la performance des utilisateurs.
Alors, la performance des utilisateurs, c'est en fait le temps qu'on va gagner, hein. Ça va se calculer en termes de temps. La réduction des erreurs humaines, par exemple, des opérateurs qui vont utiliser vos interfaces, la réduction de la perte de temps de vos utilisateurs, la réduction du temps consacré à des tâches répétitives. Donc, tout ça, c'est lié à la performance des utilisateurs et ça se mesure tout simplement lors de tests utilisateurs de l'interface. Vous allez chronométrer ou vous allez savoir combien de temps l'utilisateur va gagner grâce à votre design d'interface. Et ça, en termes de temps et on va dire de revenus, de dépenses, ça peut avoir des conséquences importantes permettez à vos salariés, par exemple, ou à vos opérateurs de gagner tous les jours 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure dans leur travail quotidien. Évidemment, le gain sur une année, il va être considérable. Voilà. Et ben voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, si vous avez des questions, ce qui, je n'en doute pas, sera le cas, on va pouvoir y répondre ensemble. C'est parti. Ben, merci beaucoup déjà Jean-Marc pour cette présentation. C'était complet, c'était un peu condensé, mais Oui, pourtant c'était quand même non, mais justement c'est très clair malgré toutes les informations que nous avions. Enfin, c'était mon point de vue. N'hésitez pas à mettre dans le chat pour vous aussi. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et du coup, oui, on a quelques questions.